Merci beaucoup pour l'introduction. Merci au FC3R d'avoir sélectionné ce projet pour le financement qui est assez atypique et aussi de me donner l'opportunité de vous présenter nos travaux ici. Vu que c'est un modèle assez non conventionnel, j'ai pris la décision de prendre beaucoup plus de temps en fait pour introduire le modèle et l'intérêt d'Extinder, la famille des animaux sur lesquels on travaille plus largement. Et comme ça a été dit, je travaille à l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement à Nice, donc je vais introduire le concept du vieillissement et pour que nous on s'intéresse aussi au modèle dans le contexte du vieillissement. Donc du coup, vous savez tous que voilà, on vieillit, que le vieillissement c'est un processus multifactoriel qui implique des facteurs génétiques, environnementaux et aussi de lifestyle. Et c'est les aspects qui nous intéressent ici, c'est la capacité régénérative et la réponse au stress de nos cellules, de nos organes diminue avec l'âge. En même temps, on a le processus de vieillissement qui avance et les maladies du vieillissement qui interviennent. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, il y a un groupe d'animaux qui est particulièrement intéressant, ce sont les cnidaires. Donc, c'est quoi les cnidaires? C'est un groupe d'animaux qui ont évolué, qui ont divergé très tôt dans l'arbre de la phylogénie. Je ne fais pas un talk de l'évolution, n'ayez pas peur. Ce sont le groupe d'animaux qui consiste de méduses, d'anémones de mer et de coraux. Et donc, du coup, pourquoi ces animaux sont intéressants pour nos travaux, c'est qu'ils sont capables de répondre à des stress qui sont mortels pour nous. Donc ici, deux exemples, la starvation donc complète. Donc ici, j'ai essayé de trouver la littérature. Donc au bout de quelques jours, semaines, les souris sans nourriture ne sont pas en forme. Et par contre, l'anémone de mer, ça fait 1 an et demi, quand on les déprive complètement de nourriture, ils sont encore en vie. Ils changent de morphologie, mais ils sont encore en vie. Pareil pour l'irradiation. Donc, à des doses assez fortes, les animaux sont capables de survivre, sont capables de régénérer. Le deuxième aspect, c'est qu'on arrive à couper certains animaux en plusieurs morceaux. Chaque morceau est capable de régénérer un corps entier en quelques jours, en quelques semaines. Et le dernier aspect, c'est que certains cnidaires ont été déterminés à avoir une longévité extrême. Donc, il y a l'hydre qui est soi-disant immortelle, où il y a des estimations mathématiques qui suggèrent qu'elle peut vivre plus de 1400 ans. Des coraux tropicaux qui ont des estimations de 700 ou 800 ans. Et après, le modèle sur lequel nous on travaille, on est à peu près à des estimations de 200, 230 ans et on est en train de continuer cette estimation. Donc, du coup, au sein de l'équipe, on s'intéresse vraiment à décrire les processus moléculaires qui sous-tendent la réponse au stress, la régénération, pour essayer de comprendre comment tout ça permet à l'animal d'échapper au processus de vieillissement. Pour ça, on a développé une plateforme d'invertébrés marins spécialisée sur les cnidaires au sein de la faculté de médecine à Nice, qui s'appelle Anti-Age, qui est dirigée par Aldine Amiel. Et donc, du coup, grâce au soutien aussi du FC3R, ça nous a permis d'acheter de l'équipement extrêmement important pour le développement, surtout du modèle au milieu, Nematocella vectensis, que je vais vous introduire par la suite. Et on vient d'avoir cette semaine une labellisation Ibiza, donc je pense que le FC3R a clairement contribué à ça aussi, donc merci. Donc, du coup, sur cette plateforme, on a donc des anémones de mer, des coraux durs et mous, des espèces tempérées et tropicales. On arrive à les cultiver en conditions de laboratoire. Certains, on arrive à clore le cycle de vie. Certains, on arrive juste à les reproduire par reproduction asexuée. Et on a mis en place des systèmes d'expérimentation pour permettre d'étudier l'impact du changement climatique sur certains processus physiologiques, mais aussi sur le vieillissement de ces organismes. Puisqu'on est dans un contexte éthique, donc hier on parlait un petit peu dans l'introduction, ces animaux ne sont pas considérés des animaux, mais ça reste des animaux. Et donc du coup, au sein de la plateforme, on prend quand même les aspects éthiques et le bien-être animal très au sérieux. Et Aldine est aussi la co-responsable de la structure bien-être animal au sein de la faculté de médecine. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de sensibiliser les étudiants. C'est pas parce que c'est pas un vertébré qu'on peut le laisser dessécher sur la paillasse. Donc, il faut prendre soin de ces animaux aussi. Donc, on a toutes les autorisations nécessaires pour travailler sur les OGM et aussi sur les espèces de coraux. Je vais focaliser sur ce modèle-là, qui est Nematocella vectensis, qui a donc une morphologie classique des cnidaires avec des tentacules. C'est avec ça que l'animal attrape la nourriture, l'amène à la bouche, pour ensuite l'ingérer à l'intérieur de son corps. À l'intérieur, on a des structures qui s'appellent les mésentères, qui sont les organes de reproduction, mais aussi de stockage d'énergie. Et ensuite, on a un physa, c'est pas un pied, ils ne sont pas accrochés sur la roche, mais ils sont enfouis dans le sable.
Avec Techniplas, on a réadapté un système de poissons zèbres pour cultiver nos aliments de mer en batterie. Donc, vous pouvez voir, on a à peu près 15 000 individus par système, par rack. On en a deux. Et on arrive à induire la ponte. Un animal est capable de pondre à peu près tous les mois, mais comme on a tellement d'animaux, on arrive à induire la ponte chaque semaine et on a à peu près 10 à 15 000 œufs par semaine, donc suffisamment pour faire pas mal d'expérimentations. Et en collaboration avec une société marseillaise, on a changé le régime alimentaire et on a réussi à les faire grossir beaucoup plus rapidement et clore le cycle de vie en 2 mois, alors qu'avant c'était entre 6 et 8 mois. Et ça, c'est important pour le développement de tous les outils génétiques que nous et la communauté est en train de développer. Donc, vous avez vu, la morphologie elle est relativement simple. On arrive à la cultiver facilement en laboratoire. Le génome il est capable d'éditer le génome. Ici, vous avez une lignée transgénique qui montre une partie du système musculaire de cet anémone de mer. On a pas mal de données moléculaires, transcriptomiques single cell. On a un génome qui a été annoté. C'était parmi un des premiers génomes d'invertébrés marins qui ont été annotés. Et vous voyez que même si le génome il est petit, il contient à peu près le même nombre de gènes que les vertébrés. On a une conservation assez importante, plus importante que la Drosopsis elegans. C'est quelque chose qui revient assez souvent. La synthénie aussi, l'organisation génomique des gènes qui sont conservés est assez élevée aussi. Et on a la majorité des voies de signalisation qui sont présents aussi. Donc, les travaux qu'on fait ne sont pas complètement divergents de ce qu'on peut trouver au sein des vertébrés. Donc, pour résumer, en fait, on a un animal qui est capable de vieillir, mais qui ne montre pas de signes de vie. On arrive à couper l'animal tout le long de la vie et on n'a pas vraiment de signes de vieillissement observés jusqu'à présent. On n'a pas de tumeur. Et ça fait la transition vers le projet ou la raison pourquoi je suis ici. C'est que ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, les cnidaires, de façon générale, sont toujours décrits comme des modèles qui ne font pas de tumeur. Il y a 2 exceptions. Une exception, c'est l'hydre, pour laquelle c'est la seule étude où un cancer spontané a été observé par l'équipe de Thomas Bosch. Et ça, c'est dans les gonades femelles qui semblent avoir un problème de différenciation. Le deuxième exemple, ce n'est pas un cancer spontané, mais c'est la surexpression d'un facteur de transcription POU qui cause la néoplasie de certains tissus de notre hydraire, c'est Hydractinia. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est une induction de l'hyperprolifération des tissus. Et ça, c'est vraiment la base de l'intérêt qu'on avait pour commencer le projet, qui était un projet qu'on a commencé de scratch juste avant le financement du FC3R. Donc, je n'ai pas beaucoup de résultats à vous montrer, mais c'est vraiment les premières étapes. Qui sont donc ici, c'est l'idée, je vais vous guider dans les prochaines slides, pourquoi on est arrivé à essayer d'utiliser l'anémone de mer comme modèle de remplacement relatif pour essayer de cribler des oncogènes potentiels de cancer pédiatrique. Et ça, c'est une collaboration avec des experts de cancer pédiatrique, que je ne suis pas, du Centre scientifique de Monaco, Vincent Picot et son équipe. Donc, du coup, les cancers pédiatriques, il y en a différents types dans les différentes zones du cerveau. Je suis certain que vous êtes plus spécialiste que moi dans cette thématique, avec une diversité de signatures moléculaires au sein de chaque type de cancer pédiatrique. Maintenant, ce qui était intéressant pour nous, en fait, c'est que, pas intéressant, triste pour les patients qui sont quand même affectés, c'est qu'il semble que les mutations, alors déjà il y a moins de mutations dans ces cancers pédiatriques que chez les cancers adultes, et en plus il semblerait que ces cancers, ces mutations, s'il y en a, sont différentes que dans les cancers adultes. Et donc du coup ça pose le problème qu'on ne peut pas réutiliser le même traitement pour les cancers du cerveau adulte pour les cancers d'enfants, et donc du coup c'est double peine pour les patients et les parents. Deuxième aspect qui était intéressant, c'est que s'il y a moins de mutations, c'est quoi la cause en fait, de ces cancers pédiatriques? Et il y a pas mal d'études qui ont été faites au niveau de transcriptomique et aussi single cell depuis, qui suggèrent vraiment qu'au cours de la neurogénèse normale, en fait, des dérèglements ont lieu
qui maintiennent les cellules dans un état non différencié. Donc, vous voyez ici, à partir de cellules souches neuronales, on a tout le processus de différenciation et dans les 3 types de cancers pédiatriques neuronaux, vous voyez qu'il y a certaines signatures qui correspondent à différentes étapes au niveau de la différenciation des cellules qui n'ont pas réussi à atteindre le stade final. Donc, tout ça, ça a permis à Vincent Picot et à ses collègues d'essayer de voir s'ils peuvent induire des cancers pédiatriques chez la souris en utilisant une transfection de OCT4, qui est un des facteurs de dédifférenciation, dans les cellules souches neuronales. Et comme vous pouvez voir dans ces contrôles et dans les contrôles transfectés, c'est les cellules souches neuronales transfectées qui sont capables d'induire des tumeurs, une hyperprolifération, et avec des marqueurs moléculaires, ils montrent que la différenciation des neurones n'est plus atteinte, donc du coup, ça reste dans un stade dédifférencié. Donc du coup, ça prend du temps. Il y a aussi les aspects éthiques travailler sur la souris. Et donc, du coup, comme Vincent il a un background aussi des organismes marins, on a discuté pour voir si on ne pouvait pas essayer de développer un modèle de remplacement ou d'aide pour cribler cette longue liste de candidats potentiellement oncogènes dans les cancers pédiatriques. Et du coup, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le système nerveux de Nematostella, il est diffus, comme ceux des Kinder, c'est-à-dire qu'on arrive à visualiser tout le long de l'animal les cellules individuelles, ici c'est l'unité transgénique de SOX-B2. Et plusieurs études ont montré que le processus de neurogénèse chez Nematostella implique pas mal des mêmes molécules et des voies de signalisation aussi impliquées dans la neurogénèse vertébrée. Donc, du coup, ça, c'est le but final qu'on n'a pas encore atteint parce qu'on n'a pas encore réussi à faire la preuve de concept. Mais juste pour vous l'illustrer, l'idée, c'est ici, on a 2 lignées transgéniques. Une est la vie, qui est donc des cellules neuronales différenciées, et une lignée transgénique de SOX-B2, donc des progéniteurs. Et l'idée est si on surexprime un de ces facteurs de cette liste qu'on a identifié ensemble être potentiellement des oncogènes pédiatriques, l'idée est qu'on arrive à dédifférencier ces cellules, mais ensuite aussi à re-exprimer des marqueurs d'état plus précoce, donc des progéniteurs, mais en même temps induire une hyperprolifération. Et pour cela, on a fait donc des constructions qui permettent d'induire l'expression de façon mosaïque et dans le temps avec un heat shock promoter. Si c'est pour vous montrer les premières manips, donc on arrive à injecter plusieurs centaines d'œufs par séance, voire 1000 œufs. Et ensuite, on voit l'expression mosaïque des plasmides suite à un heat shock dans un stade planulaire, c'est le stade larvaire, et dans le stade juvénile. Donc, c'était très encourageant. Ensuite, on a fait ça donc, à plus grande échelle. On a utilisé le vecteur vide et ensuite, on a utilisé un gène Nematostella et un gène humain. Et c'est un petit peu difficile à visualiser, mais vous voyez que le heat shock induit l'expression du transgène. Et ici, c'est M-cherry, non, M-orange, pardon. Et par contre, ce qui était un petit peu étonnant de voir, c'est que on avait moins d'expression dans ceux qui contenaient aussi les gènes d'intérêt. Donc, on a fait un test supplémentaire pour essayer de voir si en effet la présence d'oncogènes d'intérêt potentiel a affecté la stabilité du rapporteur dans le temps, et c'est effectivement le cas. Et donc, du coup, je vais vous montrer à la suite, on essaie de voir comment on peut contourner ça. On a quand même fait des tests de colocalisation IDU avec la surexpression du transgène. On voyait des colocalisations qui étaient assez intéressantes. Le problème, c'est qu'on est dans le stade où on a une hyperprolifération globale dans le tissu. Donc, du coup, c'est très compliqué de faire des conclusions que le gène d'intérêt qu'on a surexprimé est la cause réelle d'une hyperprolifération dans ce stade-là. Donc, on ne peut pas vraiment conclure. Du coup, on s'est penché vers des stades plus avancés où on sait que la prolifération diminue, mais le problème, c'est qu'à ces stades-là, 3 semaines après fécondation, on a aussi une perte du plasmide, de l'expression du plasmide. Donc, du coup, là, pareil, on a vu des colocalisations, mais on ne peut pas conclure s'il y a une corrélation ou pas. Donc, on est vraiment dans ces phases de limite. Donc, c'est pour ça, et ça, c'est une de mes dernières slides, on est en train de construire des systèmes tête-on bidirectionnels
pour contourner tous les problèmes qu'on a rencontrés pendant nos phases de test. On a testé la doxycycline, on a déterminé les bonnes concentrations et on a fait les premières preuves de concept qu'on est capable d'induire le transgène. Mais on n'y est pas encore, donc du coup, la prochaine phase, c'est d'intégrer tout ça dans le génome avec les gènes d'intérêt et recommencer à tester pour arriver à une preuve de concept. Donc, en conclusion, c'est qu'on a pas mal testé, on a vu des limites, on a rencontré des problèmes qu'on n'a pas prévus. On a des résultats pseudo-encourageants et je pense que même si je vous ai parlé de tous les avantages que ces modèles peuvent avoir, un énorme inconvénient, c'est qu'il faut tout développer soi-même, surtout dans le contexte des conditionnels. Et je pense qu'on va quand même y arriver. Et donc, du coup, sur ma dernière slide, je remercie l'équipe de Vincent et toutes les personnes de son équipe qui sont impliquées. Mon équipe, Nicolas, qui était le postdoc qui travaillait dessus et qui, maintenant, avec l'aide d'un financement de la Fondation Flavien et de CFMN de Suez de Monaco, va être re-recruté pour continuer ce projet dans les prochains mois. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention et bien sûr, pour votre petite question. Merci.